à ce que je disais tout à l'heure, que Béjaïa et ses partenaires, ses collègues, sont vraiment avant-gardistes. Parce qu'en voyant développer les activités du projet Saldae, je me rends compte que, en fait, le ministère devrait venir apprendre avec vous. Et ça me rassure parce que dans les activités ou les missions qu'on est en train de faire au ministère pour justement aller renforcer cette internationalisation, donc on a vraiment un bon exemple à suivre pour les autres universités. Donc le groupe du projet Saldae, vraiment, il est vraiment en plein dedans. Donc voilà. Ma présentation n'est pas très longue. Comme je devais parler un peu un aperçu et des perspectives de la coopération en Algérie, donc j'ai pas trouvé mieux que de présenter déjà au départ l'organigramme de la coopération internationale. Et là aussi, avant-gardiste, Béjaïa, monsieur le recteur avait parlé de mobilité et avait parlé de coopération internationale. Et en fait, la direction de la coopération la coopération de... Non, la coopération... La coopération universitaire la coopération est... Vraiment. Donc, la direction de la coopération... enfin, le cheval de bataille, c'est vraiment les relations internationales de coopération et la mobilité académique. Et la mobilité académique pour les étudiants, pour le staff administratif, pour les enseignants, pour les chercheurs, etc. Et pour ce faire, elle est dans son organigramme, dans le décret de février 2021, on a un petit peu revu les missions de cette direction et il a été important d'aller vers le détail et vers vraiment les activités à même de renforcer la coopération internationale et donner une pulsion plus grande pour la mobilité académique. Et donc pour ça, on a 4 grosses missions qui sont traduites par 4 sous-directions. Donc on a la sous-direction du partenariat universitaire et de recherche. Et dans cette sous-direction, on s'occupe un peu de tout ce qui concerne les conventions, les accords intergouvernementaux, les programmes entre l'Algérie et ses partenaires, et aussi tout ce qui concerne les conventions de jumelage, de coopération, et bien sûr le réseautage dans le cadre de l'organisation des grands événements scientifiques. Et pour ça, les universités, on le sait tous, beaucoup d'universités sont membres de sociétés savantes, de réseaux internationaux, et ça permet vraiment d'augmenter les possibilités de réseautage à notre communauté scientifique. La deuxième mission, grosse mission, je vais laisser la deuxième qui est sur le PowerPoint en dernier. Je vais aller à la troisième, mobilité. Donc, on a dans la mobilité internationale celle entrante et celle sortante. Celle entrante, c'est surtout le programme de solidarité de l'Algérie pour les pays. Donc, c'est un programme financé par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale et des Affaires africaines qui donne chaque année, et chaque année, c'est une augmentation supplémentaire, donc il donne des bourses pour des étudiants internationaux venant de pays partenaires, de pays amis. Donc on les aide en donnant des bourses à leurs étudiants qui dépassent pendant une année universitaire, qui dépasse des fois les 5000 étudiants internationaux. Ça avec une solidarité du gouvernement algérien. Mais dernièrement, on a aussi, comme on parlait aussi de venir étudier en Algérie, study in Algeria. Donc, on a aussi introduit un texte qui va être bientôt publié. C'est ouvrir
l'université algérienne à des étudiants internationaux moyennant le paiement des frais d'inscription. Et donc, dans cette activité ou là, dans cette action, c'est vraiment de rendre l'Algérie une destination pour un certain nombre d'étudiants internationaux. Et aussi sur le plan sociétal, socio-économique, c'est aussi permettre à certaines activités économiques des petites et moyennes économies de s'apparenter et de participer à cette diversification économique. Je parle surtout de tout ce qui est hébergement, restauration, transport, etc. Parce que pour les étudiants internationaux, on les appelle maintenant étudiants internationaux malgré que la sous-direction s'appelle sous-direction des étudiants étrangers, mais on préfère le terme internationaux parce que, comme je disais, il y a deux voies ou deux catégories d'étudiants. Ceux qui viennent dans le cadre du programme de solidarité algérien. Et donc pour cela, pour ces étudiants, ils sont considérés complètement comme des étudiants algériens. Donc ils ont les mêmes droits, ils ont une bourse, ils ont les mêmes droits en termes d'œuvres universitaires. Mais pour les étudiants internationaux libres qui vont venir s'inscrire dans les différents domaines, sciences et technologies, médecine, sciences humaines et sociales, etc. Donc, c'est des étudiants qui vont eux-mêmes payer leurs frais d'inscription et ils vont se prendre en charge eux-mêmes par leurs propres ressources financières. Donc mobilité entrante, il y a aussi la mobilité sortante. Donc c'est les étudiants, les enseignants et les chercheurs nationaux algériens qui ont cette possibilité d'aller dans le cadre des stages de courte durée, d'aller vers les universités internationales et aussi puisqu'on renforce le partenariat universitaire, on a mis en place et on a un petit peu mis à jour le décret ou l'arrêté fixant les modalités, les conditions des stages de courte durée pour ouvrir les possibilités de participer à des réunions de discussion entre universitaires. Donc, ils peuvent aller, les responsables universitaires peuvent aller à l'étranger pour essayer de négocier, discuter, prospecter les possibilités de partenariat sans pour autant qu'il y ait vraiment une activité clé. Donc ça aussi, c'est pour encourager et accompagner les universités pour construire les relations et leurs partenariats. Je reviens à la dernière mission qui est les programmes de coopération universitaire et de recherche dont j'ai la charge. Et vous remarquerez, c'est pas que j'ai vraiment listé les missions qui sont allouées à cette sous-direction et on voit bien que c'est elle qui a la plus grosse charge parce que il y a 8 missions statutaires, et dans ces missions, on est appelé à vraiment renforcer la présence de l'Algérie dans les organisations internationales, dans les réseaux internationaux, et aussi, et c'est le point le plus important à mon avis, c'est d'assurer la présence des scientifiques algériens ou des représentants algériens dans les grandes organisations internationales comme les Nations Unies, les réseaux de l'Union pour la Méditerranée, par exemple, dans la Ligue arabe. Donc, et dans la Ligue arabe, quand on met coopération Union européenne, Euroméditerranée, Ligue arabe, Nations Unies, c'est les organes scientifiques et techniques. Hein. Donc, pour chaque catégorie de coopération, on a des organes. Par exemple, si je parle de la Ligue arabe, on a ce qu'on appelle Alexo, ICESCO. On a aussi c'est des commissions scientifiques et techniques pour le renforcement de la coopération dans les pays arabes, dans les pays islamiques comme l'OIC, aussi dans la coopération avec l'OTAN, parce que l'OTAN aussi, elle lance chaque année des activités scientifiques et techniques, ce qu'ils appellent le programme au service de la sécurité et de la paix. Et on est invité, ou là, on est plutôt encouragé, et j'allais dire même plus qu'encouragé, d'aller
faire partie de ces organisations scientifiques et techniques, donc de l'organe scientifique et technique de ces organisations, pour pouvoir, comme vous le savez tous, aujourd'hui on parle de co-construction des programmes, on parle de co-construction des programmes de formation, on parle aussi de co-partage des résultats de la recherche. Donc on est dans l'obligation de faire partie de ceux qui présentent ou qui proposent des programmes de recherche. Et si on n'est pas, en tant que communauté scientifique, dans le conseil d'administration ou le conseil de gestion ou le conseil scientifique de tel ou tel organe scientifique d'une telle ou telle organisation, on a beaucoup moins de chances d'être visible. Et à l'occasion, je félicite encore une fois notre collègue de l'université de Stef 2, Madame Nawel, d'être vraiment un agent très actif dans les coopérations avec l'UNIMED et avec les autres aussi, mais surtout dans le conseil de direction. Et c'est une très bonne chose pour nous parce qu'on a des représentations. Dans Alexo, par exemple, aussi, c'est une commission Alexo, donc commission pour la culture, la science et l'éducation, qui est sous l'égide de la Ligue arabe, qui a son siège à Tunis, et ils font beaucoup d'activités de réseautage, de visibilité du monde arabe. Et là aussi, on a souvent des propositions, des candidatures, des appels à candidature dans ces organes scientifiques, mais malheureusement, on reste en deçà de la représentativité de l'Algérie dans ces organes. Et la visibilité, ça passe aussi, pas uniquement par la participation au projet, mais aussi par la participation individuelle de ces scientifiques qui, je suis sûre, chacun dans son domaine, a des compétences, a des capacités pour aller représenter l'Algérie dans ces organes. Donc, et tout le travail qui doit être fait dans le cadre des programmes de coopération universitaire, c'est vraiment ce travail de sensibilisation, de vulgarisation et de, j'allais dire, comment dire, c'est-à-dire pas d'appartenance, de vouloir faire pour représenter l'Algérie. Pas d'appartenance, c'est vraiment cette motivation, parce que l'enseignant, il est souvent dans son... Exactement, donc être sensibilisation encore plus. Engagement aussi, oui. Parce qu'on a vraiment, vraiment du mal à trouver des scientifiques qui acceptent toujours, quand bien même il y a tout un système, un mécanisme d'accompagnement, mais l'engagement et la motivation, elles manquent, et peut-être que dans le cadre de ce projet de Saldaï ou autre projet dont je vais parler tout à l'heure, on pourrait développer ce sentiment de cette motivation ou ce dynamisme au travers c'est-à-dire parmi les scientifiques algériens. Donc, là, j'ai fait un petit aperçu sur ce qu'il y a à faire et ce que fait la coopération. Et véritablement, on n'est pas encore arrivé aux objectifs que nous souhaitons atteindre. Donc, pour ça, je passe directement aux perspectives et je vais donner quelques pistes ou les quelques points que nous devrions ou que nous voudrions développer pour renforcer la coopération internationale. Ça doit être obligatoirement une approche globale et coordonnée. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont développés, qui sont proposés et qui sont en fait dans le même, en alignement avec les objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc on doit coordonner et on doit un petit peu partager cette coordination avec le maximum de participants, le maximum d'enseignants-chercheurs, parce que le ministère, quand bien même c'est la direction centrale, mais c'est aussi à la base des enseignants, des chercheurs, qui sont là au service de ce secteur. Donc pour nous, augmenter la coopération internationale, c'est aussi essayer d'atteindre les différentes perspectives. J'en ai cité une dizaine, mais il n'y a pas que.
et vous remarquerez qu'il y a des points qui sont déjà pris en charge dans le cadre du projet Saldae. Donc on doit développer des partenariats internationaux, créer des programmes d'échange, développer des programmes de formation internationaux, parce qu'aujourd'hui on forme pour nous, mais après nos étudiants, il y a des étudiants qui veulent aller finir leur carrière ou continuer leur carrière à l'étranger. Donc on doit aussi prendre avoir cette conscience d'aller faire des formations, quand bien même elles sont mondiales, mais elles sont aussi internationales et pourraient aider nos étudiants à tracer leur carrière. Donc il faut aussi regarder quel type de formation est en train de se faire ailleurs, parce qu'on est dans la mondialisation, on est dans la globalisation, donc on doit s'ouvrir à ces programmes internationaux qu'on pourrait développer aussi dans nos universités. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi attirer des étudiants internationaux. Améliorer la visibilité internationale. Et comme ça a été listé tout à l'heure, on a tout un comité qui est en charge justement d'accompagner les universités pour améliorer leur classement, pour améliorer leur visibilité, etc. Donc, et j'en passe. Tout ça, c'est des perspectives. On a fait un petit aperçu, les perspectives, mais revenons aux choses qui font mal et qui font mal et qui fâchent un petit peu. On doit aussi faire un constat. Et le constat, il a été déjà fait plusieurs fois. Le constat est que, en fait, l'Algérie, c'est un constat qui a été fait tout récemment, vers l'année 2023, lorsque l'Union européenne, dans son programme d'ouverture au voisinage, donc il y a cette politique de voisinage, donc l'Union européenne, avec ses partenaires, essaye de développer ou travaille pour développer le partenariat avec les pays du voisinage. Et pour aller dans ce sens, souvent pour définir les programmes de recherche ou les appels à projets, il faut une consultation en ligne. Et dans cette consultation, comme il y a un groupe déjà de responsables algériens qui font beaucoup de réunions avec le partenaire européen, on a été invité à participer à une consultation en ligne pour définir les priorités recherche et innovation destinées aux pays de l'Union africaine. Ils étaient en train un petit peu de construire le dialogue, l'initiative qu'ils appellent l'initiative Union africaine, Union européenne. Et donc, pour ces pays, l'Union européenne, dans son programme de recherche et du Green Deal, allait proposer de financer des programmes de recherche destinés en partenariat, mais destinés surtout à l'Union, aux pays de l'Afrique. Et dans ce cadre, cette consultation en ligne, les pays africains étaient invités à remplir et à renseigner un certain nombre de questions, donc à répondre pour dire quelles sont les priorités. Et dans les statistiques, comme vous le voyez sur le slide à gauche, on voit bien que l'Algérie est le pays qui a le plus, par l'intermédiaire de ses chercheurs, de ses enseignants, qui a le plus participé à la définition des priorités de recherche et innovation en termes de thématiques, en termes de vision, en termes de thématiques de recherche. Alors, donc, c'est l'Algérie et le premier Afrique à avoir participé à cette stratégie Union européenne, Union africaine, recherche et innovation. Malheureusement, de l'autre côté, on voit bien que l'Algérie, dans sa participation au programme H2020, elle est pratiquement absente. Donc, et dans ces projets, de 2014 à 2020, seuls 600 000 € ont été captés comme opportunité de financement pour toute l'Algérie. Et dans les autres bilans, ceux qui participent à des réunions européennes, des bilans dans les conférences, etc., ils voient bien que les statistiques de l'Algérie en termes de participation au programme européen
quand bien même c'est des programmes vraiment qui prennent en charge tous les aspects de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on est dans le programme Horizon Europe sous le slogan Green Deal. Donc c'est vraiment c'est-à-dire une prise en charge des problématiques réelles du monde, pas uniquement de l'Europe. Et après, le problème, c'est-à-dire comme on le dit souvent, un problème social, il est local, mais il a un impact pratiquement global. Donc on voit bien le manque c'est-à-dire un peu le bilan en deçà des capacités scientifiques de la communauté. Donc, et encore plus, enfin, le slide qui va venir, il va un peu nous donner un peu plus d'encouragement. Après, on verra le constat, le problème, il est où et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de corriger. Et je rassure toute l'audience, Saldae a proposé déjà des solutions. Alors, pour Prima, donc j'ai parlé de l'Union africaine, le dialogue Union africaine, Union européenne. Pour Prima, l'Algérie est un pays participant depuis 2017. On participe, Prima, vous le savez, pour la majorité, vous le connaissez. Prima, c'est un programme pour la recherche-innovation dans la région méditerranéenne. Et il s'occupe ou il traite de 3 thématiques principales liées à la sécurité alimentaire. Les 3 thématiques sont les systèmes agricoles, la gestion des ressources en eau et la chaîne de valeur agroalimentaire. Et c'est un programme qui aide vraiment les pays du Sud, donc dans l'Algérie, pour se hisser vers cette complémentarité de propositions, de problématiques et de trouver les solutions adéquates dans une approche collaborative. Et dans le projet Prima, comme on le voit sur cette slide, depuis 2018, le premier appel, jusqu'à 2023, le 6e appel. 2024, ils n'ont pas encore annoncé les résultats de l'appel 2024. Et 2025, il va bientôt être lancé. Donc, pendant les 6 appels, l'Algérie, quand même, a pu décrocher 82 projets, avec un montant total de plus de 10 millions d'euros. Donc 2017 à 2023, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 ans. 7 ans par rapport à Horizon 2020 où on n'avait que 600 000 euros. Donc la différence est là. C'est le même programme, c'est aussi compliqué que H2020 parce que Prima, il y a 2 sections. La section 1 qui est financée par l'Union européenne et qui suit les mêmes règles que H2020 et section 2 qui est financée par les pays partenaires. Donc, ce sont 2 sections, mais là, on a mis les deux sections ensemble. 110 bénéficiaires, entre autres universités, centres de recherche. Il y a aussi des associations non gouvernementales algériennes qui ont participé à ces projets. Et tout ça, 82 projets, un seul coordinateur. Je ne vous dis pas plus, mais je vous invite à regarder le 2e slide. La Tunisie, à gauche, l'Égypte, à droite. Regardez combien il y a de coordinateurs dans les 2 pays. Regardez combien il y a de projets. Combien de projets ont été soumis. Pour la Tunisie, 172. Pour l'Égypte, 198. Les coordinateurs, 8 pour la Tunisie, 10 pour l'Égypte. Le budget total, 30 millions d'euros pour la Tunisie, 46 millions pour l'Égypte. Combien même l'Algérie participe. Et je vous explique, l'Algérie participe avec 2 millions d'euros par an. Donc on s'est engagé à donner 2 millions d'euros par an sur 10 ans. Cet argent, ces 2 millions, c'est un peu une cagnotte, mais qui ne sort pas de l'Algérie. Chaque pays, dans la section 2, finance ses propres chercheurs. La Tunisie et l'Égypte ne donnent pas autant, mais ils captent le financement de l'Union européenne. Tout ça, c'est tout simple. Quand bien même, je reviens à la slide précédente, dans les appels Prima, depuis le premier jour,
On a participé déjà depuis 2017, on participait à la rédaction de l'appel, on était membre du conseil scientifique de Prima, on a été membre du conseil d'administration de Prima et on faisait des formations pour les points de contact de Prima, dont moi, c'est-à-dire j'ai commencé 2018 jusqu'à 2022. Après, il y a d'autres équipes, on était 3-4 personnes. On bénéficie d'un certain nombre de formations, pas forcément en formation en visite d'études. Des experts venaient, des experts européens, donc de la Fondation Prima, nous faisaient des formations. On faisait aussi des voyages d'études pour aller participer à des réunions, voir comment on partage les informations des pays, donc d'où le partage culturel, scientifique, et on avait cette possibilité de se frotter à 18 autres pays. Donc c'est vraiment un enrichissement et un partage qui nous a permis quand même de réussir. Le premier appel 2018, on a eu quand même 16 projets, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et chaque année, on avait des projets au fur et à mesure, on faisait des formations. Et c'est ce qui a un petit peu aidé notre pays à être présent. Et même au-delà d'être présent, c'est vraiment les résultats de ces projets de recherche où on a apporté, ou dans le cadre de ces projets, notre communauté scientifique a saisi cette capacité de travailler ou de monter un projet avec le secteur socio-économique. Et par exemple, je donne juste un exemple, peut-être allez, 3 exemples, des projets qui ont été lancés en 2018. Un au niveau de la région d'El-Oued, où on avait renforcé les capacités d'un éleveur de chameaux qui faisait la production du lait de chamelle, mais qui le faisait de façon vraiment très traditionnelle, avec toutes les bêtises et j'allais dire, les choses un peu au hasard et pas incontrôlées, mais vraiment pas dans les standards qu'il faut. Donc, il faisait la production de lait de chamelle, il le vendait comme il pouvait, mais après, avec le projet Prima, le projet Camel Milk, on est arrivé à labelliser ce lait de chamelle algérien et à le présenter comme produit apte à l'exportation. Et c'est quelque chose qui a fait intervenir les éleveurs, le ministère de l'Agriculture, les travailleurs et j'allais dire les universitaires, les centres de recherche. Tout le monde était là avec le partenariat des institutions européennes, chacun dans son domaine. On est arrivé à faire un guide, à faire une procédure de contrôle de qualité du lait, une procédure d'élevage, une procédure de suivi de la production et de l'élevage des chameaux, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Un deuxième projet, le projet WaterMed 4.0, c'est un projet qui a permis aussi, 2018, qui a permis de mettre en place ou de créer une ferme agro-photovoltaïque, la première en Afrique. Donc agro-photovoltaïque, donc elle faisait intégrer l'énergie solaire, l'irrigation intelligente et la culture, c'est-à-dire la culture de plantes locales, pour augmenter la productivité d'un certain nombre de fellah, donc de paysans ou de producteurs, une dizaine, qui étaient impliqués dans le projet. Donc en fait, dans Prima, avec tout cet accompagnement, les chercheurs ont pu quand même intégrer des consortiums scientifiques, techniques, socio-économiques, mais pas que, même les end-users qui étaient aussi un petit peu formés, et on a amélioré leur savoir, leur connaissance dans ces domaines. Et donc, dans tout ça, on voit bien que l'accompagnement, le renforcement de capacité de comment gérer un projet, comment répondre à un appel, comment choisir ses partenaires était d'une importance capitale pour l'Algérie.
Pour les autres, quand on a comparé avec la Tunisie et l'Égypte, la Tunisie, c'est un pays associé à l'Union européenne. Il a toute une agence de coopération avec l'Union européenne. Et l'Égypte, la même chose. Donc, une agence nationale de coopération avec l'Union européenne. L'Algérie, non, rien. On a une petite sous-direction des programmes universitaires et de recherche. Donc, c'est vraiment ça qui fait défaut. Alors, avec tout ce constat et avec ces capacités, on est parti vers la recherche d'une solution avec le partenariat de l'Union européenne, pour laquelle on a exposé toute cette problématique déjà en 2018-2019, où la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique avait commencé à sonner l'alarme pour dire où va-t-on avec tous les moyens humains, les moyens financiers que l'État et le gouvernement mettaient à la disposition du secteur de l'enseignement et de la recherche. On ne pouvait pas se permettre de ne pas être dans cette... Et au-delà de ça, on est aussi, même maintenant, on est aussi dans cette logique de diversification de l'économie nationale, d'où la création et la mise en place d'un ministère de l'économie du savoir, des startups et des micro-entreprises. Donc, tout le paradigme a changé pour dire qu'on a les capacités, on a une vision stratégique gouvernementale qu'on doit suivre et pour laquelle on doit mettre tous les moyens pour y arriver. Et donc, on s'est allé, avec l'Union européenne, on est parti vers ce partenariat qu'on appelle aujourd'hui le partenariat de jumelage institutionnel, appelé IPTICAR. Alors, et IPTICAR, c'est vraiment un projet qui a démarré comme Saldae en novembre 2026. Et il a l'âge de 24 mois, donc pour une période de 24 mois. Il a un budget 24 mois. 2024. Et il va finir en 2026. Pardon, si j'ai... Mais 24 mois, mais il a 10 fois plus de budget. Il a 4 200 000 euros. Et il s'adresse à toute la communauté scientifique et universitaire et de recherche, donc à tous les établissements. Il est là pour appuyer... là, IPTICAR, on a aussi eu du mal à trouver l'acronyme. Hein. IPTICAR, donc vous allez voir, I de internationalisation, P de programme, et T pour The, Innovation, le I, et etc. Et capacité and research. Et là, on fait la différence entre IPTICAR du programme et IPTICAR de la plateforme des équipements. Donc, on n'avait pas le choix, on devait garder les choses comme ça. Donc, il y a deux IPTICAR. IPTICAR avec un P et C, c'est notre projet, et IPTICAR avec un B et un K, la plateforme des équipements. Et essayez de vous retrouver. Débrouillez-vous. Donc, IPTICAR, c'est un projet de renforcement de capacité recherche et innovation de l'Algérie. Il est conduit dans un jumelage, selon un mécanisme de jumelage institutionnel. Donc, on a 3 pays européens qui conduisent le projet. Et le bénéficiaire, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Et il aura comme livrable l'augmentation de la participation des institutions algériennes dans les projets européens. Donc, on a un livrable où on doit au moins intégrer ou créer ou intégrer 12 consortiums internationaux. Je ne vais pas les dire en ordre, mais c'est vraiment les principaux résultats. On a aussi l'obligation, justement, de créer au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et des établissements d'enseignement et de recherche, des bureaux ou des services de gestion des programmes internationaux. Et donc, ces personnes, on va vous aider, parce que ces personnes pourront avoir droit à des formations lorsque les chefs d'établissement décideront chacun, en ce qui le concerne, entre 4 et 5 personnes dans le service. Et ces personnes bénéficieront aussi bien de la formation localement
que de visites d'études. Donc, ils pourront en partir pour voir dans les pays partenaires quelle est cette façon d'administrer, de suivre, de gérer, etc. Donc, ça va être dans les établissements et aussi dans la centrale. Donc, il y aura aussi dans la centrale un service en charge des projets internationaux, projets européens. Et à la différence de Saldaï, ça va être institutionnalisé. Comme quoi tu nous as pas pris, que tu ne l'as pas mis dans Stand 3. Voilà. Donc, c'est un projet structurel. Voilà. Après, il y a aussi un autre résultat, c'est pour revenir au projet ESAGOV, c'est aussi renforcer les projets d'établissement au niveau des établissements. Et on a proposé aussi dans ce projet que les membres d'ESAGOV puissent être un petit peu nos formateurs ou nos experts pour aller. On avait parlé du plan de soutenabilité d'ESAGOV et Iptical, c'est quand même un moyen de contribuer à l'essaimage et la dissémination du projet d'établissement revu et mis à jour dans le cadre du projet ESAGOV. Et je crois que notre collègue Madame Carla est toujours avec nous. L'Union européenne, c'est-à-dire, elle donne beaucoup d'importance au travail de synergie et de fédérer les moyens. Donc, les résultats qui ont été déjà obtenus, on peut, dans le cadre d'Iptical, pour la cellule assurance qualité, on peut s'aider ou s'accompagner ou demander le service du projet ESAGOV pour nous dire, c'est-à-dire pour, allez, on va gagner du temps parce que le travail a déjà été fait. La même chose pour le projet Saldaï en cours. Seulement pour Saldaï, ça va être un petit peu en même temps. Il y aura aussi parmi les résultats, c'est vraiment les résultats phares. Hein. Donc on a dit participation à au moins 12 consortiums de recherche dans le cadre Horizon Europe. On a dit la mise en place de cellules de gestion des projets au niveau des établissements et du ministère. Le projet d'établissement, donc on doit le mettre à jour pour tous les établissements, y compris l'assurance qualité, et aussi la création dans le cadre des conventions de jumelage pour les formations codiplômantes ou double diplôme. Donc, et comme on est dans l'ère du Green Deal, on va monter un master conjoint en hydrogène vert, en intelligence artificielle appliquée à des domaines, l'agriculture, la santé, etc. Et le troisième, montage de projets européens. Donc vraiment, c'est les plus grands titres, un petit peu et en plus du renforcement des capacités d'innovation et d'entrepreneuriat des chercheurs à travers ces projets. Surtout, on pense monter un projet CBHE pour le renforcement des capacités d'innovation et d'entrepreneuriat. Et ça va être un peu pour le prochain appel. Je crois que c'est tout. Je vais donner juste un aperçu rapide sur Iptical en termes de livrables, etc. Donc l'objectif principal d'Iptical, c'est accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans les réformes engagées d'ailleurs, comme il y a une révision de l'organigramme des universités qui se rapproche, on a proposé d'intégrer justement la création de ces cellules ou de ces services de montage des projets européens au niveau des universités. Et donc on l'a, puisque donc dans les réformes, en y intégrant les problématiques de l'innovation, l'ingénierie des projets européens et en valorisant la recherche algérienne dans l'espace européen, les objectifs stratégiques, on appelle ça les 4 volets. On a le volet gouvernance avec 5 résultats. On a le volet enseignement supérieur avec 3 résultats. Le volet coopération internationale, et là on parle de ces plateformes PCN, donc les points de contact nationaux dans le cadre d'Horizon Europe, et c'est la continuité des PCN H2020. Donc on a un groupe PCN avec une plateforme virtuelle, mais elle n'est pas au niveau de ses capacités pour apporter justement sa contribution à l'internationalisation. Donc on doit revoir un petit peu et renforcer ses capacités. Et enfin le volet 4, recherche et innovation.
avec 4 résultats. Et pour chaque résultat, ce qui est bien dans le jumelage, comme il a été réfléchi et dans la logique du jumelage institutionnel, déjà, le jumelage lui-même, le projet, c'est un projet avec 2 résidents de jumelage. Donc on a 2 CRJ, un CRJ principal et un CRJ adjoint. Les 2 sont européens et ils sont à Alger, ils sont avec nous au ministère. Et pour ces 2 CRJ, ils ont 2 CRJ homologues algériens, donc qui travaillent avec eux. Et pour les 4 volets, chaque volet a son responsable de volet algérien et responsable européen. Et ce qui est bien, c'est que dans les 4 volets, c'est les directeurs centraux qui sont responsables des volets. Donc, quand on parle, par exemple, enseignement supérieur, c'est la DGEF. C'est eux qui font tout ce qui est proposition de parcours de formation, suivi, les arrêtés, l'exécution et tout. Donc, c'est un peu l'avantage du projet de jumelage parce qu'il fait intervenir les décideurs du pays bénéficiaire pour exécuter et atteindre les résultats tracés. Donc, c'est un projet très ambitieux. On y travaille tous les jours. Jusqu'à maintenant, on est en train de dresser les plans de travail avec les actions et tout, mais ça avance d'un pas sûr et très encourageant. Voilà, je vous remercie.